Au quartier du Palais Royal se trouvait un marché qu'on appelait le marché des 15-20. Voilà, à côté de l'hôpital du même nom. Et ce samedi 23 mai, lendemain de l'affaire du jour de la Calandre et de l'affaire de la Croix-Rouge, un jeune homme de 20 ans donne de l'argent à une petite fille pour qu'elle aille au marché lui acheter des cerises. Alors, des cerises au mois de mai, oui, c'est bien ça qui est dit dans le dossier. Des cerises au mois de mai. Disons que c'était un mois de mai particulièrement chaud et beau, et qu'il y avait des cerises à cette époque-là. La petite fille était connue, son père était tapissier. Une femme vit le manège du jeune homme et alla prévenir sa mère. Elle lui dit, c'est l'abbé, un voleur d'enfants là qui s'en prend à ta petite. L'abbé, on le connaît, c'est un indicateur de police. Des doigts accusateurs convergent dans la direction du jeune homme, il hausse les épaules, il s'en fiche, il repart et la petite retrouve sa maman. Le quartier a vu enlever récemment un petit commissionnaire. Tout le quartier s'est mobilisé pour le récupérer chez Berlier. On s'est même cotisé pour payer les frais. Et 2 jours plus tôt, 3 autres petits décrotteurs ont également été enlevés dans ce quartier-là et sauvés par la population du quartier. L'abbé, le jeune homme, habite avec Geneviève Olivier, rue Croix des Petits Champs. Geneviève est veuve d'un maître tapissier de 41 ans, sans profession, à part espionne pour la police, maquerelle, pourvoyeuse de chair fraîche et tout et tout. Geneviève, 41 ans, la maîtresse d'un beau jeune homme de 20, elle vient d'être cambriolée et elle emmène son amant déposer plainte avec elle chez le commissaire Duverger, rue Saint-Honoré. Au commissariat, on est trop occupé pour prendre leur plainte, on leur dit de revenir le soir. Et Geneviève sort la première du commissariat et au moment où l'abbé doit sortir, un inspecteur du nom de François Dumont, qui arrive de chez Berlier, entre et lui dit « Oh, toi, je te conseille de faire le profil bas ». L'abbé hausse les épaules, il dit « J'ai peur de personne, tu as tort, y a du monde dehors, on dirait qu'ils en ont après toi ». « Je m'en fiche, dit-il. » Geneviève a tourné la rue et elle entend une clameur derrière elle. Quelqu'un passe et lui dit qu'on est en train d'assassiner un homme en rouge. Elle repart en courant et elle trouve son amant l'abbé en sang et couvert de boue. La foule lui est tombée dessus à bras raccourcis. Elle se précipite et elle ment pour le faire libérer. Vous le prenez pour un autre, c'est pas qui vous croyez. Attendez, je le connais, il est domestique de monsieur machin chouette. Elle attrape son amant, elle le prend par le bras et elle l'emmène. Ses vêtements sont en loques. Une femme qui le voit arriver dans cet équipage lui suggère d'entrer dans un cabaret pour les premiers soins. Le cabaretier dit non. Non, pas chez moi. Passe un palefrenier qui leur barre la route. Il dit, mais je le connais, lui, c'est la mouche de Pousseau. Pousseau, c'est le plus haï des inspecteurs de Berrier. Il vit avec une femme qu'on appelle la maréchale, qui est maquerelle, mouche de police, voleuse, raquetteuse, qui se fait payer certains services en complaisance sexuelle, que du beau linge. Geneviève comprend le danger, elle lâche son amant en lui criant « Sauve-toi, sauve-toi !» L'abbé s'échappe et s'engouffre dans la boutique d'un maître quartier. Il se rue sur la femme de maître Triolet en criant « Madame, sauvez-moi, sauvez-moi !» La foule entre, se précipite sur lui, qui est agrippé à Madame Triolet. Elle tire et lui tire sur Madame Triolet. La boutique est entièrement retournée, entièrement détruite, et quand maître Triolet entre dans sa boutique, il était à l'étage, il trouve sa femme par terre, piétinée, défaite, sa boutique détruite, et sa fille commotionnée. Tous les artisans de la rue se barricadent, Jean Triolet le premier, mais également le mercier Nicolas Fayon et la vendeuse de poterie Madeleine Calon. Tout le monde se barricade chez elle. Une fois les biens en sécurité, tous vont suivre les événements, soit sur le pas de leur porte, soit à l'étage. Ils témoigneront, et c'est comme ça qu'on connaît l'histoire. L'abbé, une fois sorti de chez le quartier, a un peu de répit. Geneviève la rejoint et le soutient. Ils remontent lentement la rue de l'Échelle et pénètrent dans les écuries des Tuileries. Là, des palefreniers les aident à sortir discrètement et à rejoindre le marché des 15-20 où Geneviève a une amie qui loge dans les étages. L'abbé est reconnu à peine en arrivant. Un individu le poursuit dans le marché avec une cuillère à peau en rameutant la foule. L'abbé se précipite dans les étages, il monte et il sait qu'au 5e loge une certaine Denise, blanchisseuse de son état, qui héberge Pousseau en personne. En fait, il ne réussit à atteindre que le 4e étage où une autre blanchisseuse, la dame Roseau, lui ouvre sa porte et le cache sous son lit. Il n'y a que des comparses dans cet immeuble. La dame Roseau joue les innocentes et quand les poursuivants arrivent, elle va avec eux pour les aider à chercher, elle les aide à chercher plus bas. L'abbé restera 1h30 sous le lit à respirer la poussière. Au rez-de-chaussée, les gens parlementent. La foule s'amasse. Où est-il? On l'a vu entrer. Il est sûrement parti par les toits. Geneviève affolée arrive, elle monte au 5e étage où la Denis la rassure. Elle dit « Ne dites rien, il est en dessous chez la Roseau, ne dites rien ».
Elle redescend et elle trouve les poursuivants qui envisagent de quitter l'immeuble quand une autre blanchisseuse intervient en disant « Moi, je vous dis qu'il est là, je l'ai vu entrer et je ne l'ai pas vu ressortir !» Arrive le syndic de l'immeuble, le sieur Deveau, il dit « C'est moi qui commande ici. Alors, nous allons voir s'il est là, on va ouvrir toutes les portes. » Il est serrurier en plus. Une fois qu'on a ouvert toutes les portes, il ne reste plus que chez la fameuse. Et elle est devant sa porte, les bras croisés. On n'entre pas. Ah ouais. Deveau la repousse, il entre et un cri emplit la cage d'escalier. Il est là! De partout, le cri fuse, jetez-le par la fenêtre. Et en bas dans le marché, il se fait un grand demi-cercle autour de la fenêtre pour le voir tomber. Quelqu'un suggère ce serait mieux de le mettre la tête en bas dans les latrines. Deveau intervient. Il interdit qu'on tue un homme de sang-froid dans son immeuble. Il est syndic, donc responsable. Chez moi, on ne fait pas ça. Et il dit, je l'emmène chez le commissaire. L'abbé dévale les 4 étages en sang sous les huées. Il croise Françoise Richomme, la belle-sœur de Deveau, qui est horrifiée. Elle dit, mon Dieu, comment peut-on accommoder un homme comme ça? Arrivé en bas, la foule l'engloutit. Deveau saisit Geneviève par le bras et la chasse brutalement. Il la déteste comme toutes les autres de sa bande. Arrivée en bas, elle est accueillie dans le couloir par une bouchère, une charcutière, une rôtisseuse, quelques harengères et la femme d'un serrurier et quelques crocheteurs et étaliers du voisinage. Ils vont enfin lui dire ce qui se pense de son petit commerce. La roue tourne, c'est plus la police qui va faire la loi maintenant. Il lui barre la sortie et se jette sur elle à coups de pied, coups de poing, lui arrachant sa capote, son bonnet, son manteau. De l'arrière-boutique à côté, Alexandre Dortier, garçon boucher, pris d'un besoin pressant, sort dans le couloir et les trouve. « Mon Dieu, qu'est-ce que vous faites à cette dame ?» Geneviève est complètement commotionnée, elle a ses habits défaits. Les agresseurs retournent à leur étal. Geneviève retournera 3 jours plus tard, remercier son sauveur qui lui dira qu'il a fait avec elle comme il aurait aimé qu'on fasse pour lui. Et c'est tout. Geneviève ne reverra jamais son amant. L'abbé fut conduit au commissariat, suivi par une foule grossissante. Un jeune homme le tenait de main ferme. « On ne le touche pas !» Ils atteignent le commissariat en même temps que le guet qui court pour les rattraper. Midi a sonné. Quand Louis Paillard, clerc du commissaire, ouvre la porte de l'étude à 2 jeunes gens, ils tiennent l'abbé. Ils sont suivis d'une foule immense, impressionnante. Les 2 jeunes gens entrent de force. L'abbé s'avachit sur une chaise dans l'étude, épuisé, le visage en sang, les lèvres éclatées, son vêtement tout déchiré. Arrive le commissaire, il habite à l'étage au-dessus. Au même moment, une brigade du guet réussit à se frayer un passage depuis la barrière Saint-Honoré jusque dans le commissariat. Et comme les sergents Jean Courbiget et Jean-Louis Durier entrent, plusieurs émeutiers s'insinuent derrière eux et prennent place dans le commissariat, dans l'étude, dans l'escalier, dans la cour. Dehors, la foule est compacte, mais calme. Le sergent Courbiget entreprend de repousser la foule avec le plus de doigté possible. « Messieurs, messieurs, on va vous rendre justice, attendez juste un peu. » Tu parles, on va le croire. Il serre ses hommes les uns contre les autres en un mur infranchissable. Dehors, un domestique surnommé Chambéry mène la danse. Sa femme est ravaudeuse et nourrice à l'occasion. Il est hors de lui. Sa femme et ses enfants font tout leur possible pour le retenir. « Arrête, papa, arrête !» Il s'excite, il s'accroche à sa basque en disant « Calme-toi, calme-toi, mon chéri, calme-toi. » C'est à lui, il a l'air d'avoir tellement d'autorité que c'est à lui que les sergents s'adressent. Justice sera rendue, tout va s'arranger, l'abbé est à l'intérieur, on va s'occuper de son cas. Chambéry dit « D'accord, je demande à voir. Vous m'emmenez voir. » Et il constate, il entre avec les gens du guet, et il constate que l'abbé est bien là et qu'il va ressortir. Pour lui faire passer la porte cochère, l'escouette fait demi-tour droite. Et à ce moment-là, Chambéry hurle « Sacré bon Dieu, le bougre est là, à l'attaque !» Et c'est le signal. L'escouade se jette sur les 2 battants de la porte cochère, mais des débris par terre empêchent de la refermer. Dehors, des centaines d'émeutiers poussent. Ils réussissent à refermer sous une grêle de pierre. Le siège du commissariat commence. La foule se rue chez un cabaretier voisin et casse absolument tout pour faire des armes. Le comptoir, les tables, les chaises, les pots, les pintes, les brocs. Tout va se fracasser sur la devanture voisine. Terrorisé, le marchand de vin se réfugie dans la cave. Il ne restera rien de son cabaret, pas même les nappes, ni bien sûr l'argent de la caisse, ni une demi-douzaine de petites fourchettes en argent. Le commissaire s'est mis à l'abri à l'étage. Pierre Paillard, le clerc, monte dans les latrines à l'étage, d'où l'intérêt d'avoir des besoins quelquefois, d'où il observera le sac du commissariat par la fenêtre, juché sur la lunette. Durier et ses hommes font une double haie des 2 côtés de la porte cochère, baïonnette au canon. Dehors, les émeutiers vont chercher des échelles pour escalader la façade et atteindre les appartements privés du commissaire. Tous les habitants du quartier, qui ne manifestent pas, se barricadent. Une véritable grêle de projectiles s'abat sur le commissariat, montant et descendant en vagues continues, au milieu d'une clameur haineuse.
Toutes les vitres de la devanture éclatent. Le panneau de la porte d'entrée cède enfin. Un coup de feu retentit. On entend un ordre donné au guet de tirer à son tour. 2 coups partent et on voit ressortir plusieurs des assaillants qui étaient entrés. La violence redouble. On évacue un mort. Le guet a des fusils pointés au dehors. Un émeutier les abat d'un grand coup de barre de fer. Les émeutiers pénètrent dans le commissariat. Durieux n'a plus que 12 hommes valides. Dehors, ils sont des milliers, armés de planches à clous, de barres de fer, de pavés énormes. Malgré 4 coups de feu, les assaillants n'ont pas reculé. Durieux et ses hommes sont dans la cour de l'immeuble où on commence à les lapider depuis les fenêtres intérieures. Durieux comprend que la sédition a eu le dessus. Il faut se rendre. Le commissaire Laverger donne alors l'ordre de livrer l'abbé. Durieux va le chercher dans l'étude et le conduit dans la cour. Une nouvelle clameur remplit l'espace et les émeutiers se saisissent de lui. Le sergent tente vainement de le protéger encore. « Nous allons le conduire en prison, vous pouvez même nous accompagner », l'ordre Berlier qu'on a vu. C'est fini. Un émeutier l'arrache de ses mains et se dirige vers la porte en menaçant « Toi, foutu gueux, tu n'as qu'à t'en aller à présent avec les gens foutres que tu as avec toi. » On relâche Jean Berry, celui qui avait mené la danse. L'abbé jette sur sa tête ce qui tenait encore de sa cape et il franchit le seuil du commissariat. Louis Paillard quitta ses cabinets, se fraya un passage dans un escalier noir de monde et franchit le seuil à son tour. L'abbé était par terre, sur le ventre. Des témoins voient de loin des bras monter et descendre en cadence comme font les ouvriers qui battent du plâtre. Ce sont des gens qui rouent, rompent et assomment à coups de bâton, de planches, de barreaux et de pierres un enleveur d'enfants. Il essaye de se relever, on le laisse faire. Il rampe en direction de l'église Saint-Roch et s'étale sur les marches. « Pitié, pitié !» gémit-il. Un abbé accourt et supplie qu'on le laisse au moins se confesser. Il relève la tête et regarde ses bourreaux. « Pardon, pardon, donnez-moi un confesseur. » Une femme, Adrienne Boucher, lui répond. Elle lui lâche un énorme pavé sur la tête. « Tiens, bougre, le voilà ton confesseur. » C'est fini. Un apprenti sellier le tire par le bras et le traîne dans le ruisseau. On vient l'aider, on soulève le corps et le convoi se dirige vers chez Berrier. Il habite là, de l'autre côté de la rue. La foule accompagne le cortège et on demande des clous, des gros clous pour clouer le cadavre sur la porte. On ne trouve pas de clous. Alors on lapide la maison comme on a fait du commissariat. Toutes les vitres volent, la porte est enfoncée et la foule s'engouffre. Berrier n'est plus là. L'homme le plus puissant de Paris a escaladé à l'échelle le mur mitoyen qui donne sur le couvent des Jacobins et il a pris la fuite avec sa femme et sa fille. De là, il se rend à Versailles. Il ne regagnera ses foyers qu'au milieu de la nuit avec une escorte de 200 cavaliers. À 10h du soir, le commissaire du guet Roquemont, celui de la rue de la Calandre, se présente au domicile de Berrier, pâle comme un noyé. Il parlemente avec douceur avec les émeutiers. Il leur promet justice en les rassurant sur leurs craintes. Personne n'y croit. Alors, soucieux d'épargner des vies, il place ses cavaliers à 8 de front et, sabre au clair, il les lance au grand galop sur la foule. Celle-ci, pour éviter d'être écrasée, s'écarte et laisse le passage. La foule sera totalement dispersée, sans aucun dommage. On posa le cadavre sur une échelle pour le faire porter à la morgue. 6 escouades furent utilisées pour le sinistre convoi. La foule les accompagna en brandissant les nippes ensanglantées de l'abbé sur des piques. Ainsi s'acheva la marche rouge, la fureur des braves gens devenus enragés parce qu'on avait touché à l'intouchable, leurs enfants.